On a souvent des personnages qui sont un archétype simple et qu'on peut ensuite utiliser un peu à volonté et qui sont déjà en plus très populaires, donc ça peut aider à porter le courant, on va dire. Mais c'est rigolo en fait de voir surtout que les premiers à avoir adapté les jeux japonais, c'était pas du coup les japonais, c'était les américains avec Pac-Man, les Mario, tous les Zelda. C'est ça, ouais. Donc c'est d'abord passé du Japon, le jeu vidéo au Japon aux États-Unis, après les États-Unis en dessin animé, et ensuite les Japonais ont fait bah tiens, on va aussi adapter nous-mêmes les dessins animés de nos jeux vidéo. Bah là on va en parler dès maintenant, on a un exemple très très simple, c'est Sonic. Sonic, donc à la base un jeu de plateforme purement japonais de chez Sega, qui a connu alors en tout 4 séries animées, dont et maintenant une en préparation. On peut faire le tour des séries. Alors on a les aventures de Sonic le Hérisson, donc qui est purement américain, qui date de 91. Toujours Dick, d'ailleurs, la société qui a fait, oui. Qui a fait les Pac-Man et qui a fait les Mario et tout ça. Oui, alors la DIC, en plus, on va se rendre un petit peu à nous les Français, ce qu'est à nous les Français. La DIC, en fait, c'est une société qui nous vient de Jean Chalopin, le papa avec Derriès, en fait, de Luis 31 et des Cités d'Or. Et en fait, ils ont connu une notoriété incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'argent qu'ils ont amassé en France, ils ont pu se développer, partir aux États-Unis, monter la DIC États-Unis. Ils se sont associés avec un mec de Hanna-Barbera, Andy Hayward, et ensemble, en fait, ils ont lancé des chantiers en animation qui sont colossaux, puisque les Américains ont adoré certains animés de la DIC USA, par exemple les Mini-Pouces, Mask, tous ces trucs-là, c'était DIC Couple, c'est exactement la DIC USA, et donc on peut dire, bah, voilà, nos Français, ils ont été cartonnés aux États-Unis, comme Saban avec Power Rangers, etc. Oui. Et je disais, ils ont été rachetés par Disney du coup depuis. Ah oui, effectivement. Comme Marvel, tu vois, comme tout le monde, comme le monde entier racheté par Disney. Moi j'aimerais bien être racheté par Disney, mais ils veulent pas de moi encore pour l'instant. Donc après on a après les aventures de Sonic le Hérisson, on avait, il me semble, je sais plus l'ordre exact, mais je crois que c'est Sonic le Rebelle. Sonic le Rebelle, tu vois, il va taguer des murs. Non, pas du tout. Oui, en plus les aventures de Sonic les aventures de Sonic le Hérisson, très vite, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est complètement débile. C'est-à-dire c'est totalement cartoon. À la fin de chaque épisode, il y a Sonic qui fait des cours de morale. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est plus inspiré, on va dire, des Looney Tunes qu'autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs ce dessin animé très médiocre a amené une adaptation sur Mega Drive de Dr. Robotnik, Limit Beat Machine, qui est un plus haut redéguisé. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on commence à entrer dans l'Inception. C'est-à-dire qu'on a un jeu vidéo qui est adapté en animé, et ensuite cet animé sert pour servir de base à un autre jeu vidéo. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais comme Min Bean Machine est un excellent jeu, même si c'est Puyo, on va pas se plaindre. Après, donc on a Sonic le Rebelle. Là, par contre, après les aspects super cartoon, on a une série alors beaucoup plus sérieuse avec un Robotnik qui faisait carrément flipper. Il avait une voix grave, il tuait des animaux, mais presque il est robotisme, et t'as vraiment l'impression que la robotisation est quasiment génocidaire. Et du coup, t'avais Sonic et sa bande de potes animaux, parce que déjà à l'époque, il y avait déjà beaucoup de potes Sonic, hein, ça n'a pas commencé récemment, mais il se battait contre Robotnik via des petites actions, etc. Il avait même un petit copain français qui était lâche, c'est très sympa. Du coup, c'était fait par des Français. Ouais, donc c'était fait par des Français, donc ça va, c'est de l'autovan, donc ça, c'est de l'autodépréciation, donc tout va bien. Et voilà, donc Sonic le Rebelle. C'est un breton, peut-être dans la version française, parce que moi je me souviens, j'ai vu un peu en version anglaise, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, du coup il est peut-être breton. Mais je sais pas si les bretons sont là, je crois pas. Hein. Je vais pas dire ça, je vais pas dire le contraire maintenant. Je regarde le sol. Du coup, ensuite on a, alors le nom exact, j'ai un peu oublié, mais c'est une 3e série où Sonic est avec ses frères et sœurs, mais c'est un peu bizarre, où il sort de mélange entre Sonic le Rebelle et l'aspect un peu plus léger des aventures de Sonic le Hérisson. C'est ça, il y a une femme écureuil. C'est ça, il y a pas une femme écureuil, je crois que c'est un autre robot, il monte un groupe de rock, il continue à combattre Robotnik. C'est une adaptation de l'Archie-Comics en fait. Peut-être, parce que Sonic a aussi connu pas mal de succès avec les Archie-Comics, qui sont une série de comics, alors je sais britanniques ou américains, je sais plus, c'est un des deux. Et effectivement, il y a toute une histoire parallèle de Sonic qui se développe depuis 20 ans, l'histoire des comics. Et je connais des gens qui sont très investis dedans, effectivement, l'univers est très très profond, plus profond qu'on pourrait imaginer. Et du coup, Sonic, donc cette troisième série Sonic, est plus ou moins adapté ça. Puis ensuite, alors après, arrivent les Japonais. Donc là, on a eu 3 séries américaines qui adaptaient un jeu vidéo de manière, on va dire, plutôt vague. Et on arrive avec Sonic X. Sonic X, c'est l'univers de Sonic Adventure quasiment récupéré tel quel. On rajoute un gamin nommé Chris qui est un peu insupportable, mais c'est une série pour gosses, donc j'imagine que les héros gosses doivent être insupportables
parce que c'est comme ça, c'est une loi implicite. Bon, voilà, et du coup, voilà, on peut noter déjà maintenant une sorte de petite morale. Grosso modo, les Américains, on va voir ça avec d'autres exemples encore plus flagrants, les Américains ont tendance à adapter les jeux vidéo de manière, on va dire, très cavalière, on doit les adapter, mais alors vraiment en face sur le mot adaptation, quitte à ce que ce soit super extrême, alors que les Japonais, eux, vont tâcher d'être beaucoup plus fidèles et beaucoup plus proches du matériel original. Ils vont parfois dévier, ils vont parfois créer des petites histoires parallèles ou des fillers, mais ils vont essayer de rester quand même dans le même univers, de ne pas faire partir un personnage sombre en un truc complètement crétin, etc. Donc c'est une petite loi, et du coup, en une adaptation finale, on va voir l'adaptation du futur jeu Sonic Boom. Ouais, mais c'est j'imagine, il y a des enfants, ils vont grandir en croyant que Knuckles a toujours été un bodybuilder. Mais donc voilà, grosso modo, c'est aussi fait par des Français, donc on va dire petit cocorico, mais voilà. Donc voilà pour Sonic, en tout cas pour sa longue histoire. Ah oui, j'ai aussi oublié de parler du film d'animation Sonic qui datait des années 90, qui là, c'est des années 90, en plein milieu des aventures Sonic Turisson, etc. Sauf que là, c'était un OAV japonais, donc c'était effectivement beaucoup plus fidèle. Ça se reprenait, enfin, beaucoup plus fidèle. Ça restait très léger, effectivement, parce que adapter à un jeu de plateforme sans vraiment beaucoup de scénarios, c'est pas simple. Mais au moins, l'univers restait le même. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre comme exemple? Alors, l'autre gros exemple, c'est Pokémon. Soit la cave, tu m'en as beaucoup parlé, donc je vais te laisser un peu parler sur Pokémon pour présenter un peu. Pas trop, moi, Pokémon. Pokémon, en fait, c'est un exemple qui est assez intéressant de serpent qui se mord la queue, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'à la base, c'est un RPG où on attrape des monstres qui sont quand même très moches pour la version verte, qui est sortie au Japon. Et pour relancer les ventes du jeu, ils ont fait un dessin animé, donc on connaît, qui s'appelle Pokémon. Ça fait déjà 14 ans que ça dure. Et ils ont instauré des personnages, un univers, un background, etc. Ce qui les a forcés à sortir d'autres versions derrière, notamment une version jaune, qui reprenait un peu les fondamentaux de la série animée, donc avec la Team Rocket, enfin Jesse et James de la Team Rocket, avec Pikachu en tant que personnage. Personnage principal, voilà. C'est grosso modo les deux principaux changements. C'était évidemment le fait qu'on avait Pikachu comme starter. Le changement est très graphique aussi. Très graphique, oui. Mais ça s'adapte plus. Il y avait des nouveaux sprites qui étaient beaucoup plus beaux. Enfin, c'est une version un peu ultime, sauf que tu étais obligé d'avoir Pikachu au début. Je crois que tu pouvais pas le t'en débarrasser, tu pouvais pas le mettre dans le PC ni rien. Tu étais obligé. Un Pikachu qui a surf aussi. Oui, enfin, à partir de là, c'était super compliqué parce que dans Pokémon Jaune, effectivement. Un Pikachu qui a surf qui était. Alors, le Pikachu qui a surf, c'était un clin d'œil au petit mini-film qu'il y a avant le premier film Pokémon. Il fallait aller dans Pokémon Stadium, il fallait finir telle coupe avec le Pikachu jaune, et comme ça, son Pikachu jaune, il gagnait surf. Enfin, c'était tiré par les cheveux. Pour continuer, en fait, les épisodes ont continué de Pokémon, donc or, argent, diamant. Non, pas diamant. Si, diamant, perle. Ouais, enfin, cristal, merci. Après, il y a eu Emerald, etc. Oui. Et du coup, c'était toujours Sacha le héros, alors que dans ces jeux-là, ce n'était plus du tout. Oui. Mais rencontrer la personne, etc. Jusqu'au moment où ils ont fait aussi le dessin animé Pokémon Origins. Oui, parce que alors, Pokémon Origins, ça date de 2013, ça date de l'an dernier, pour la sortie de X et Y, et pour les. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est très très nostalgique. Là. Tu peux en parler? Non, c'était juste pour. En fait, c'est pareil, lorsqu'ils avaient sorti le jeu en France, moi je me souviens, j'en avais réservé, tout ça, parce qu'on avait ça a cartonné, parce qu'on était au courant. Et en fait, non, le jeu s'est pas vendu au début, et c'est quand ils ont sorti la série en France qu'après tout le monde a voulu avoir le jeu. Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours cru que moi, je me souviens que je regardais ça sur TF1, je me souviens que ça avait commencé vers janvier 99 ou janvier 2000, je sais pas exactement. Et en fait, j'étais surpris récemment d'apprendre que le jeu était déjà sorti en avril d'avant. C'est-à-dire qu'il y a eu 9 mois où Pokémon en France était passé sous les radars. En France, moi j'avais lu avril. Alors Wikipédia a menti. Wikipédia, tu es très très vilain. Wikipédia, faut pas. C'est pas. Ok. Et voilà. Et donc en fait, il y a eu. Tu étais devant. En fait, les jeux se sont pas vendus du tout. Enfin, ils pas vendus, ils sont vendus, mais je veux dire, c'était pas la folie, quoi. Et quand ils ont sorti la série, et en plus, il y a eu buzz avec l'épisode avec Porygon, du coup. Oui. Il y avait des enfants qui mouraient devant l'épisode, donc du coup, ça a encore plus incité les gens à regarder en disant, ouais, c'est peut-être une série où on peut mourir. Attends, on va regarder ça. Et du coup, c'est encore plus vendu le jeu. On dirait, tu parles de la série Pokémon comme le The Ring de la série animée. C'était exactement ça. Il y avait des gamins qui étaient morts d'épilepsie devant l'épisode de Porygon. Oui, l'épilepsie. Oui, je sais pas, merci. En fait, la série animée en plus a été adaptée en jeu vidéo, donc on a parlé de Pokémon Jaune, mais on a aussi parlé de Pokémon Puzzle League, qui était un jeu de puzzle très inspiré de Tetris Attack sur Super Nintendo. Donc ils ont dit on va faire une. C'était Tetris Attack, donc ils ont dit on va le sortir sur sa version.
Le nom japonais de Tetris Attack. Du coup, oui, je vais dire quoi? Oui. Donc c'est une version 64 de Tetris Attack. Ils ont dit, oh, on va prendre Tetris Attack, on va mettre Pokémon à la place, on va mettre la série animée Pokémon, avec les mêmes doubleurs dans la version française, qui donnaient des phrases de qualité. Il me semble que le gars disait des trucs genre, oh, on peut pas toujours gagner. C'était, quand j'étais gamin, ça me rendait fou. C'est-à-dire, il parle comme dans la série télé, c'est fantastique. Et on a même eu encore le jeu de cartes Pokémon, qui lui-même a été adapté en jeu vidéo pour Pokémon Trading Card, qui est un jeu qui en plus avait une pile de sauvegarde qui en Europe tenait 15 jours, c'était fantastique. C'était mes plus grands soucis d'enfance. Et, du coup, c'est assez marrant, là c'est vrai que tu parles en fait aussi de la foison finalement d'adaptation qu'on peut avoir autour de la licence Pokémon. Par contre, vous allez y réagir, c'est une question aussi que je vous pose. En fait, il y a comme une distinction qu'on peut faire entre l'adaptation telle qu'on va la pratiquer en Europe ou aux États-Unis, où là véritablement il y a des enjeux liés à ce que c'est qu'une adaptation. C'est-à-dire par exemple, on prend un comics américain, quand il est adapté au cinéma, il y a toute une réflexion qui est portée sur le travail de l'adaptation. Au Japon, on n'est pas tellement finalement sur de l'adaptation. On est plutôt sur un complet secteur économique qui est construit de manière à s'autosuffire et à s'auto-alimenter par toutes les ramifications. Ce que d'ailleurs comprennent très bien Disney depuis quelques années, mais que même Disney a été comprendre grâce aux Japonais, par exemple notamment avec le système des OAV, les originales animations vidéo, qui sont le fer de lance de la production d'animation japonaise en marge du cinéma et en marge de la production télévisée. L'OAV par exemple, Disney s'est inspiré des Japonais pour faire des suites à beaucoup de longs métrages, Pocahontas 2, La Petite Sirène 2, etc. Et ça, quand ils se sont mis à faire ça dans les années 90, les OAV avaient déjà 15 ans, presque 20 ans d'existence déjà au Japon. Et je vais oser réagir là-dessus. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir que finalement, là où nous, les Européens, quand on a une BD franco-belge, on va adapter au cinéma, le réalisateur va se poser des enjeux, parfois il va s'éloigner, comme Yann Kounen avec Blueberry, il va laisser le matériau d'origine, il va faire une nouvelle œuvre à partir de l'ancienne. Les Japonais, on n'est pas du tout sur le même système. Les Japonais, on est sur un complet système d'application économique qui fait que si le jeu vidéo fonctionne, il est naturel de doper la licence et de la faire fonctionner avec les produits dérivés. Ce qui est très triste d'ailleurs pour la France, et ça c'est dommage qu'on ne l'intègre pas dans nos projets, même si d'ailleurs chez Ankama, pour ne pas les citer, ils ont très bien compris ça, et ils sont en train de très bien le faire ces dernières années. En France, moi ce qui m'impressionne, c'est que quand on a sauvé notre premier film dans l'histoire du cinéma français, le premier film d'animation 3D en France, il s'appelle Kaina la prophétie. Il était sorti fin années 90, début années 2000, j'ai plus la date en tête, mais s'il y avait eu des menus chez Bouygues, s'il y avait eu un dessin animé, s'il y avait eu des figurines, s'il y avait eu finalement une auto-alimentation de la licence par elle-même via d'autres secteurs que peuvent être l'alimentaire, comme on a connu du verre à moi, où il y avait les dessins, les cheveux zodiaques, le Goldorak, etc. Ces implications qu'on a, les Américains n'ont plus rien à apprendre du côté des Japonais, puisqu'ils le font très bien avec les céréales, les petits trucs qu'on peut avoir de Harry Potter, etc. Mais du côté du Japon, il ne se pose pas tant la question de comment on va adapter ceci, comment on va adapter cela. Ça se fait naturellement. Très souvent, d'ailleurs, eux-mêmes, dans l'adaptation, sont plus dans un respect, dans une espèce de copie-coller, même si Senseiya est une œuvre à part pour ce travail d'adaptation. Mais globalement, il y a vraiment une implication économique qui fait qu'au Japon, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide dans la manière de travailler ces adaptations que nous, ce qu'on fait. Mais par contre, Marvel, Disney aujourd'hui, ils ont parfaitement intégré tous ces rouages.